Alors, vous m'amenez sur une question qu'il est abordée dans votre livre. Il y a le professeur Jean-François Akanji qui, dans sa préface, justement, évoque l'élection comme un point névralgique, dans ce sens que ça consacre la transmission d'un pouvoir du peuple à un individu, et que c'est le peuple qui transmet le pouvoir sans se délester du pouvoir. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que le peuple malien s'est délesté du pouvoir au profit d'un homme, fut-il providentiel, et a démissionné de ses responsabilités, qui peut également être le vôtre, puisque, louant vos qualités, cet homme vous a fait appel pour l'épauler, mais à un moment donné, vous avez été obligé de jeter l'éponge. Il n'y a pas le choix. Je ne suis pas l'auteur du décret qui m'a nommé. C'est quelqu'un d'autre qui est auteur du décret qui m'a nommé. Il m'a nommé dans des fonctions en me confiant des missions qui sont aussi précises que le décret l'était. La responsabilité première d'un individu, d'un citoyen, d'un homme et d'un peuple, c'est de faire le constat de l'incapacité, d'une part, d'accomplir la mission, d'autre part, de faire confiance et de mériter la confiance en retour. Dans mon cas précis, j'ai fait le constat 3 mois avant ma démission. Parce que ma démission était la seconde dans le temps. Le chef de l'État lui-même sait que je lui ai présenté ma démission au moins une première fois 2 mois avant de démissionner. Et que lui et moi avions eu un échange très clair, très net et très complet qui m'a permis de dire allons-y sur le 2e round de la confiance. En l'absence de confiance, en l'absence de moyens, en l'absence de possibilité de se rendre utile au regard de la mission et de la responsabilité qui m'ont été confiées, j'ai fait le constat individuel de me mettre en retrait. Ça, c'est ma responsabilité. Demain, on me dira, vous avez fui, vous avez même été lâche. Entre fuir et lâche et faire du surplace et ne servir à rien, même pas à soi, encore moins à l'État et à la nation, et faire honneur au décret qui vous a nommé, j'ai décidé de partir. Et j'assume cette responsabilité. Pour ramener ce point à la nation est souveraine. Le peuple est souverain. C'est lui qui décide de confier ou de ne pas confier. Lorsqu'il confie, il ne confie pas en demi-teinte. Il confie en pleine et entière responsabilité. Libre à la personne en qui il a confié sa souveraineté de l'exercer dans les limites de l'attente du peuple et dans les limites absolues de l'attente des limites de la loi et de l'attente de ce qui véritablement peut faire le bonheur de l'intérêt général. La responsabilité, elle incombe à un homme. Je ne suis pas de ceux qui, individus, peuvent décider que tel homme doit démissionner ou ne pas démissionner, ou qu'on peut lui exiger la démission. Ça, c'est dans la sphère politique. Moi, Mamadou Konaté, individu et citoyen, j'exerce la plénitude de mes responsabilités par mon droit de regard, par ma capacité de critique, et qui doit être objective. Tout ce que j'avance aujourd'hui en termes de manque, en termes de défaillance, en termes d'incapacité d'assumer la responsabilité vis-à-vis du chef de l'État, encore une fois, ce n'est pas le régime qui m'importe, mais le chef de l'État, parce qu'il est l'élu, sont des éléments que je mets à la dispute populaire. Et de ce point de vue-là, je suis prêt à tous les débats. Monsieur le ministre, vous avez avoué quelque part que vous avez échoué parce que vous avez estimé que vous n'en pouviez plus. Est-ce n'est pas aujourd'hui trop demander à un seul homme, là où vous avez décidé de partir, d'assumer la charge que vous avez estimée quelquefois insupportable? J'assume ma part de responsabilité qui est liée à ma présence pendant 16 mois. On ne peut pas me demander d'assumer au-delà. Et j'assume la plénitude de ma responsabilité. Et je vous ai dit tout à l'heure que s'il faut donner sa tête à l'échafaud parce que simplement un de mes faits,
un de mes gestes ou une de mes responsabilités sont mises en cause au plan du droit et que la sanction c'est de me couper la tête, je donnerai ma tête à couper. Mais la responsabilité première, ultime, incombe à un et un seul, c'est celui en qui le peuple du Mali a eu confiance et lui a confié les clés de l'ultime responsabilité dans le cadre d'un pays, être chef de l'État. Je rappelle simplement qu'il s'agit de justice, d'une matière indispensable, nécessaire, plus qu'utile, qui d'ailleurs était considérée comme l'une des priorités du chef de l'État, qui disait que durant son mandat de chef de l'État, nulle personne ne sera brimée, nulle égalité ne sera violée, nul droit ne sera méconnu, et des tonnes de choses. Ça a été le cas? Ben, loin s'en faut. Quand vous voyez aujourd'hui la tonne de dossiers au plan judiciaire, quand vous voyez aujourd'hui les tonnes de mises en cause dans le cadre de la gestion et de l'administration des affaires publiques, quand vous voyez comme lui-même est exposé à tous les instants de la responsabilité qui lui incombe en tant que chef de l'État, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans un véritable état de droit. On est dans un état de droit qui est balbutiant. L'état de droit, c'est la justice. La justice, ce sont des hommes indépendants et autonomes qui ne répondent que dans les limites strictes de la loi et de l'intérêt général. Quiconque arrive à manipuler le juge, quiconque arrive à pervertir les dossiers judiciaires, quiconque arrive à désorganiser la justice, engage sa responsabilité première. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que le plus haut magistrat soit à l'abri de critiques et de mise en cause sur les éléments que j'ai décrits. Maître Konatié, revenons aujourd'hui à l'actualité. Depuis le 30 avril, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le dernier tour de l'élection législative, nous assistons à un déferlement, ou sinon à un acharnement contre les 9 sages, contre la Cour constitutionnelle, contre les arrêts de la Cour constitutionnelle, et on accuse les 9 sages de s'être inféodés au pouvoir en place. Selon vous, quelles sont les fautes de la Cour constitutionnelle? Alors, jamais Cour constitutionnelle n'a été autant critiquée. Et pour être poli, j'évite de dire vilipendée, mais véritablement vilipendée. La Cour constitutionnelle est d'abord l'institution judiciaire qui est chargée de la régulation de toutes les institutions de l'État. Elle est également chargée du contrôle de la régularité des lois, des conventions et des engagements internationaux par rapport à la Constitution. Enfin, elle est chargée, et c'est ce qui revient dans le débat public, de dire le droit à la suite de la saisine de cette Cour-là pour tout ce qui concerne les résultats de l'élection du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale. Et cette Cour-là, aujourd'hui, ne s'est pas comportée comme on aurait pu s'y attendre. Je le dis avec un gros pincement au cœur parce que je connais parfaitement bien cette Cour constitutionnelle. Je connais l'ensemble des 9 membres individuellement, mais particulièrement la présidente dont j'ai été proche, et même très proche, avec un lien de filiation qui ne laisserait pas transparaître que je ne suis pas son fils naturel, même si j'étais le fils légitime. Et d'ailleurs, je salue la mémoire d'un d'entre eux qui est malheureusement décédé hier d'ailleurs en pleine tourmente. Et j'implore le Tout-Puissant qui le garde parmi les personnes dans le paradis. Par rapport à la Cour constitutionnelle, l'ensemble des 4 arrêts qui ont été rendus ne sont nullement à l'abri de la contestation. Et encore une fois, contester les arrêts de la Cour constitutionnelle ne ressort nullement du manque de respect vis-à-vis d'une institution ou du manque de courtoisie vis-à-vis de ses membres. Ça, elles sont sans recours, les arrêts de la Cour. Oui, bien sûr. Il faut bien qu'il y ait une fin en soi. Toute décision de justice, à un moment, est définitive, est irrévocable et s'impose à tout. Mais sachez simplement que les 9 sages sont des personnes humaines. Et que comme toute personne humaine, elles-mêmes ne sont pas à l'abri justement de la faute
liées à une interprétation totalement erronée. Mais justement, quelle est cette faute-là? La première, c'est d'abord dans l'appréciation de ce qui peut éventuellement résulter de la mise en cause d'un comportement. Je prends juste un élément et deux autres après. Le premier élément, c'est la notion de violence. On n'arrive pas à comprendre ni à cerner la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur la question de la violence. Je rappelle simplement que cette même Cour a eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un avis en ce qui concerne son appréciation de l'indisponibilité d'une certaine partie du territoire national liée à des phénomènes de violence, des phénomènes de terreur sur ces espaces-là. Je me souviens de la célèbre phrase de l'avis de la Cour constitutionnelle à ce niveau, indiquant que l'insécurité n'était que résiduelle. Alors, toute insécurité n'est pas résiduelle parce que c'est à la suite de l'insécurité qu'il peut y avoir de la violence. C'est la violence qui peut être à l'origine de la mort des hommes à ce niveau-là. Sur la question de la violence, voyez-vous, il y a des requêtes qui ont été présentées à la Cour qui mettaient véritablement en cause le déroulement normal de l'élection sur certaines parties au centre et au nord du territoire national, où les gens s'étaient inquiétés de ce que l'élection se déroulait dans les circonscriptions électorales en présence de personnes armées. La preuve en a été rapportée ou n'a pas été rapportée, mais si l'on se laisse aller par la rumeur publique d'une part, mais au-delà par les dépêches des médias à ce niveau, il est évident que le jour de l'élection, des personnes armées se sont présentées sur le territoire où étaient situées les circonscriptions électorales et que cette mise en cause de l'élection du vote sous la menace d'hommes en armes n'ait pas pu réveiller la conscience de la Cour constitutionnelle qui s'est plutôt évertuée à mettre en cause l'élection dans certaines communes du district de Bamako au motif qu'une opération de guérilla ou de mafia s'était déroulée là-bas, alors même qu'on n'a apporté aucune preuve de ce que les gens qui étaient derrière les opérations de guérilla et de mafia n'étaient ni armés de fusils, ni armés de coupe-coupe. Probablement que ces personnes étaient armées de pierres et que même ces pierres n'ont pas été lancées. L'appréciation de la notion de violence au centre d'une part, au nord d'autre part, et dans les communes du district de Bamako de troisième part, me permettent aujourd'hui de mettre en cause cette appréciation, cette évaluation de la Cour. Et sur ce sujet précis, la Cour a motivé son arrêt par le fait qu'elle a dépêché sur le terrain l'un de ses conseillers pour aller rencontrer les protagonistes et entendre chaque partie, et que la partie mise en cause a effectivement reconnu avoir utilisé des moyens qu'elle estimait être utiles pour sécuriser l'opération de vote. Est-ce que la Cour, contrairement à des régions du Nord où elle ne pouvait pas dépêcher des gens, n'a pas fait quand même l'effort d'aller faire ses propres investigations cette fois-ci, qui explique ce qui justifierait la différence d'appréciation? Voyez-vous, vous me donnez la pierre pour lancer à la Cour. Vous me dites, dans un premier temps, à Bamako, lorsqu'il s'est agi d'aller constater des actes de violence, la Cour a dépêché un émissaire pour aller s'assurer de cela et lui rendre compte. Un de ses conseillers. Bien sûr, c'est toujours un émissaire, parce qu'il est mis en mission par la présidente de la Cour. Donc, dans un cas, ils se sont déplacés pour aller constater, dans l'autre, ils ne se sont pas déplacés, et le motif tient probablement au fait qu'il est plus dangereux d'aller au nord et au centre pour un émissaire de la Cour que d'aller à Bamako, là où c'est tout près, et que les gens au nord sont armés de fusils et qui sont prêts à tirer. Par contre, dans les communes de Bamako, probablement qu'ils ne sont pas armés de cette même manière-là. Alors voyez-vous, en l'absence de constatation, la Cour se contente simplement de botter en touche pour dire que même si violence il y a au nord, c'est une violence qui n'est pas prouvée. Ça veut dire quoi? C'est exactement lorsque vous allez au commissariat de police que vous vous plaignez que quelqu'un vous menace de mort, on dit mais allez-y, quand il vous tirera dessus, vous reviendrez. On n'aura pas la chance de revenir. Tout le monde sait aujourd'hui, de par la rumeur, tout le monde sait aujourd'hui de par les dépêches des médias, et tout le monde sait aujourd'hui que l'élection était impossible d'être organisée dans la plupart des territoires au nord et au centre. La Cour se contente de rester à Bamako, d'attendre des preuves d'une violence mortelle. En l'absence de cette preuve-là, elle décide de valider l'élection au nord et au centre, invalide l'élection dans les communes de Bamako.
En droit pur, ça s'appelle une rupture d'égalité devant des situations factuelles identiques dont la démarche de mise en œuvre du droit n'est pas la même au nord et au centre que dans les communes de Bamako. Et dans les communes de Bamako, qu'est-ce qui en a pâti? C'est tous ceux qui ne sont pas dans le ressort du régime, dans le ressort gouvernemental. C'est le premier point, il y en a d'autres. D'accord. Alors, ça c'est le premier point. Est-ce que cela n'ouvre pas également la voie à d'autres interprétations? Par exemple, lorsque tout le monde s'acharne aujourd'hui sur la Cour constitutionnelle, sur son pouvoir de réformation. Alors, le législateur n'a-t-il pas donné une patate chaude à la Cour, ou est-ce que la Cour a outrepassé ses compétences? On ne peut pas vous dire non, on ne peut pas vous dire oui totalement, mais on est entre les deux. Vous savez, la Cour constitutionnelle, en matière électorale, est le juge de l'élection pour les députés et pour le président de la République. Elle est toujours saisie d'une demande positive pour une partie et d'une demande négative pour l'autre partie. Et le rôle, la mission du juge, c'est véritablement de trancher. Lorsque le juge est appelé à trancher, il donne raison dans un sens et il donne tort dans l'autre. Pour donner raison dans un sens et tort dans l'autre, encore faut-il que vous soyez en possession d'éléments factuels, matériels, que la loi vous autorise à les vérifier. Le pouvoir de vérification, avant même de parler de pouvoir de réformation, le pouvoir de vérification de la Cour, c'est un pouvoir d'investigation qui est sans limite. C'est ce pouvoir d'investigation qui n'a pas été mis en œuvre dans des conditions égalitaires. A-t-elle le temps de mettre en œuvre ce pouvoir d'investigation? C'est nos débats. Et pour simplement aujourd'hui déresponsabiliser la Cour, on peut dire qu'elle doit se prononcer dans une limite de temps qui est assez court, d'une part, et d'autre part que la situation actuelle sur le territoire national ne lui donne pas l'occasion de se déplacer pour y aller. C'est la responsabilité de la Cour. Elle n'a pas dit non au moment où elle était nommée, et lorsqu'elle est nommée, elle ne peut pas nous dire « mais je n'ai pas les moyens d'y aller ». Ce pouvoir d'investigation qu'elle met si bien en œuvre à Bamako doit être mis en œuvre en dehors de Bamako, de manière à ce que les justiciables qui mettent en cause dans un sens ou dans l'autre soient des justiciables qui soient servis dans des conditions d'égalité absolue. Et c'est cette rupture d'égalité qui nous permet aujourd'hui de remettre en cause le comportement de la Cour dans le cadre des dernières élections. Et ce n'est pas tout. Lorsque ce comportement a été mis en cause, parce que simplement la Cour est intervenue en poussant le pouvoir d'investigation dans un sens, en se refusant délibérément de le mettre en œuvre dans l'autre, la conséquence est quoi? C'est que dans un cas, on annule l'élection. Et quand on annule l'élection, la conséquence est où? Elle est au niveau des suffrages. Lorsque vous avez du point de vue de l'administration qui proclame provisoirement les élections, on vous dit, monsieur A a une avance de voix de 12 500 sur monsieur B, et qu'aujourd'hui, de la manière dont le pouvoir d'investigation est mis en œuvre, qu'on arrive aujourd'hui à arracher 13 000 voix à celui qui est provisoirement proclamé, on ne dira pas qu'on a privilégié ce candidat-là, mais du point de vue du pouvoir d'investigation et du point de vue de la conséquence que la Cour en tire, visiblement, c'est de reprendre des voix ici, même si on ne les remet pas là, c'est de le ramener tellement bas que le principe de l'accordéon fait que le deuxième arrive premier et le premier se retrouve deuxième. En faisant cela, la Cour fait une utilisation abusive du pouvoir de réformation, qui est un pouvoir qui est reconnu par la jurisprudence et non pas par la loi. Parce que simplement c'est intimement lié à l'impérium du juge, à qui on demande de trancher coûte que coûte, vaille que vaille, en présence ou en l'absence de loi ou de cadre juridique. Le juge ne peut pas botter en touche pour dire « je n'ai pas la solution à la saisie ». Non, le juge a toujours une solution. Entre A et B, il y a un vainqueur, il y a un vaincu, et qu'est-ce qui déclare cela? C'est le juge. Mais lorsque le comportement du juge découle de l'inégalité absolue, de l'inéquité absolue, de l'application abusive d'un principe qui nous revient de réformer l'élection, c'est-à-dire annuler le suffrage sans possibilité de reprendre le suffrage annulé pour le remettre sur le dos de l'autre, le comportement de la Cour
peut paraître suspect. Et la conséquence, c'est qu'on a un parti politique qui a quand même récupéré entre 10 et 14 députés. Vous connaissez un autre parti politique qui a participé à l'élection, qui a pu récupérer des députés en plus? Non. Le seul parti au gouvernement est le seul parti qui a bénéficié de ce privilège de la Cour que l'on met en cause, du point de vue du comportement. Utilisation abusive du pouvoir de réformation, dont la conséquence est de rattraper une quinzaine de députés pour le parti en place ou ses alliés. C'est cette situation qui a placé la Cour en véritable électeur du troisième tour. Et en élection, c'est ce qui est inadmissible. Et vous comprendrez d'ailleurs que le pouvoir de réformation, lorsqu'il dépasse un certain entendement, la seule possibilité qui est donnée à la Cour, c'est d'annuler le suffrage et de le faire reprendre. Alors, vous évoquez une question pertinente, en ce sens que, comme le professeur Jean-François Akandi précise dans sa préface, le juge constitutionnel doit s'assurer que les personnes retenues sont bien celles qui ont effectivement été choisies. Et là, vous évoquez que ce n'est pas le cas, mais dans votre développement, vous évoquez des faits qui ne sont pas du ressort du juge constitutionnel, mais qui sont du ressort des acteurs politiques. Est-ce qu'il n'y a pas là une défaillance de la législation ou une méconnaissance de la législation? Votre professeur, votre préfacier parle de l'appropriation du système, du processus électoral. Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance d'appropriation aujourd'hui du processus électoral au Mali vis-à-vis de la part des acteurs, mais également de la part des citoyens? Y compris de la part de ceux qui sont momentanément des professionnels du droit électoral ou du contentieux électoral. C'est évident. Nous avons aujourd'hui, depuis 1992, une certaine expérience de l'élection. Mais quand on fait le bilan aujourd'hui, véritablement, nous devons être beaucoup, de nombreuses personnes à nous remettre en cause aujourd'hui, du point de vue de notre incapacité justement à prendre en charge la question de l'élection. L'élection, c'est le face-à-face entre le candidat et le peuple. Que ce soit l'élection du président de la République, que ce soit l'élection des députés, y compris les élections plus en amont qui concernent donc les élections municipales, et même les élections au sein des comités d'entreprise, par exemple. La réalité de l'élection, c'est que nul ne doit venir perturber la volonté de celui qui s'exprime vis-à-vis de la personne qui lui demande son suffrage. Nul. Il n'y a pas de possibilité d'interprétation à ce niveau. Il n'y a aucune capacité de remise en cause de la réalité de volonté. Je veux voter pour Makamfi Konaté, c'est Makamfi Konaté qui, pour l'instant, me donne tout ce qui est nécessaire et utile pour que je puisse lui donner mon suffrage. En retour, tout ce qui vient anéantir, mettre en cause l'expression de ce suffrage de Mamadou Konaté vis-à-vis de Makamfi Konaté est la malvenue. Est la malvenue. Une cour, quelle qu'elle soit, une juridiction, quelle qu'elle soit, n'a pas le droit d'interpréter la volonté du peuple. Or, dans les dernières élections, et dans la majeure partie des élections, la Cour constitutionnelle s'est souvent donné ce droit. Je me souviens des élections à Essakan, où on a enlevé pratiquement les 2/3 des suffrages dans des conditions inadmissibles et en ne donnant pas l'occasion de reprendre l'élection dans cette ville-là. Je parle de Essakan, c'est pas tout à fait Essakan, mais c'est une ville du Nord. Voilà. Si dans les élections précédentes à ce niveau-là, nul n'a ce droit-là, fût-il la Cour. Sur cette base-là, l'expression de la volonté doit être la plus pure. Dès que le juge a le moindre doute sur le sens de cette volonté, il se refuse de l'interpréter, il ouvre la voie de l'annulation, non pas des suffrages, mais du vote dans la localité, ou du vote dans la circonscription, ou même du vote au plan national. Ce pouvoir n'est pas mis en œuvre par la Cour, et c'est très dommage. C'est d'autant plus dommage que, au bout de près de 30 ans aujourd'hui, véritablement, on ne peut pas pointer du doigt une élection, quelle qu'elle soit, de quelque niveau que ce soit, en disant bravo, cette élection est une réussite. D'abord, l'élection est mise en cause du point de vue de la faible participation des citoyens.
L'élection est mise en cause du point de vue de l'inorganisation du processus électoral. L'élection est mise en cause du point de vue de l'impertinence du droit et de la loi. Et enfin, l'élection est mise en cause du point de vue de la réponse de la justice, qu'elle soit constitutionnelle, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit judiciaire. Toute la justice électorale est mise en cause dans notre pays. Et là est le socle, le défi majeur de notre système de démocratie. Les élus peuvent se sentir élus parce que la majorité mécaniquement en a décidé comme tel, mais la réalité du suffrage, la réalité de l'expression du suffrage, la réalité de l'expression de celui qui s'est exprimé est toujours mise en doute du fait du juge. Alors, votre préfacier résume bien la situation. Il dit que l'élection n'est que le reflet de la réalisation d'une certaine idée de la société et de l'homme. Est-ce que notre système démocratique malien ne pêche pas à ce niveau? Bien sûr, parce que simplement il y a de la perversion. Vous savez, nous on sait toujours rentrer dans les choses et on sait les pagailler à l'intérieur pour les adapter à nous et non pas nous adapter aux choses. On doit s'adapter à la loi, mais on n'adapte pas la loi à soi-même. Quand on vous dit par exemple qu'on n'a pas le droit de modifier le bureau électoral dans le cadre d'une circonscription et qu'une autorité administrative passe la veille ou la veille pour prendre un acte dont le fondement est totalement nul en droit, pour les modifier parce que simplement il a un instinct pervers de faire échouer l'élection dans la localité, que la Cour constitutionnelle pointe du doigt ce type de comportement, au lieu de mettre en cause ce type de comportement, notamment par l'application du droit pénal électoral, se contente simplement d'annuler l'élection et de faire supporter la bêtise des autres par ceux qui n'y sont pour rien. Ceux qui ont gagné l'élection dans les localités dans lesquelles les bureaux ont été modifiés dans des conditions irrégulières ne sont pas responsables de cette modification. Pourquoi la Cour tirerait uniquement la conséquence vis-à-vis de ces pauvres personnes qui s'attendent à être élus, plutôt que vis-à-vis des personnes qui, de surcroît, se disent des élus locaux? À l'intérieur de la loi électorale, il y a quand même du droit pénal électoral que la Cour constitutionnelle peut mettre en cause du point de vue, dans le cadre de ces arrêts, de manière à ce que ceux qui sont chargés de la poursuite publique puissent poursuivre à ce niveau. On parle de fraude. Dieu sait qu'il y en a. En parlant de fraude également, c'est l'une des fautes que l'on peut reprocher à la Cour constitutionnelle. Lorsque dans l'arrêt, dans une des circonscriptions de Bamako, dans une des communes de Bamako, on indique qu'il y a fraude. La Cour dit qu'elle a envoyé pour investiguer à ce niveau-là et que d'ailleurs elle a bien pris connaissance que des gens étaient en possession de spécimens de signature ou de spécimens de pouvoir en quantité, mais que ces actes, ces pièces frauduleuses n'ont pas été utilisées. Le simple fait de trouver une personne avec de l'encre, avec du papier, avec de quoi pouvoir écrire, qui est dans la perspective de fabriquer des faux billets, lorsque vous le voyez avec ces pièces essentielles que vous vous dites, mais tiens, il n'est pas passé à l'acte encore, donc il n'est pas poursuivable, il y a quand même un souci à ce niveau. La fraude commence justement par des préparations comme celles qui ont été perçues par la personne qui était chargée d'investiguer à ce niveau. La Cour elle-même indique ça dans son arrêt, dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'élection, parce que simplement il y a un début de preuve, mais il n'y a pas de réalisation. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Le droit pénal électoral, vous l'évoquez largement dans votre ouvrage. Que dit le droit pénal électoral en la matière que la Cour constitutionnelle s'est abstenue d'appliquer? Par exemple, le sort des élus locaux qui se sont adonnés à ce type de comportement, qui les ont amenés, par exemple, à modifier la liste des membres des bureaux dans le cadre des circonscriptions électorales. Dès que le constat est fait, la Cour, dont l'arrêt est communiqué au ministre de l'administration territoriale, peut tout de même lui enjoindre d'ouvrir des poursuites. L'ouverture des poursuites va arriver sans doute à la mise en cause des personnes qui sont des élus. Sans doute à déférer ces personnes-là devant le juge. Sans doute à les juger. Et probablement à les sanctionner. La meilleure sanction, c'est le fait de les sortir de cette autorité de l'élu local, d'une part, de les poursuivre, et les sanctions sont connues. Dans le cadre du droit pénal, les sanctions peuvent aller jusqu'à l'inéligibilité.
Et ce sont ces sanctions-là qu'il faut mettre en cause. Ce ne sont pas des opérations de police qui consistent à prendre des gamins de 12-14 ans qui sont pétris de bulletins et de ceci et de cela dans une circonscription électorale pour les garder à vue et puis les relâcher le lendemain. Non, il faut qu'aujourd'hui l'ensemble des juges qui ont la charge de l'élection, le juge constitutionnel d'une part, le juge judiciaire, le juge administratif, bien évidemment mettent en avant cette démarche de droit pénal. Il n'y a que de cette manière-là que l'on peut véritablement appréhender la fraude, la sanctionner. Ce n'est pas tout. Lorsque aujourd'hui l'argent déferle en lieu et place de la participation électorale, lorsque aujourd'hui des autorités administratives s'adonnent à fausser l'écriture public. Lorsque aujourd'hui des urnes sont transportées dans des lieux privés par des personnes qui sont investies de prérogatives et que personne ne tire la conséquence, notamment dans la région de Mopti où des autorités administratives ont été mises en cause de ce point de vue-là, il y a lieu de s'inquiéter simplement. Le juge n'est pas là uniquement dans une mécanique de mise en œuvre du droit pour constater le résultat dans un sens ou dans l'autre, mais il constate également les fautes et il moralise également l'élection. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est véritablement la moralisation de l'élection, et cela incombe principalement à la justice, d'une part, électorale, et deuxièmement, à l'administration territoriale. Votre préfacier explique bien que l'élection, nous le savons, rythme la vie de nos pays, et souvent de manière positive, mais le plus souvent de manière dramatique. Alors, est-ce que cela ne justifierait pas le fait aujourd'hui que la Cour adopte une posture qui est celle de proclamer vaille que vaille un vainqueur plutôt que de renvoyer toujours les gens vers des élections? C'est une incapacité. C'est à la limite une irresponsabilité. Mais de ce côté-là, à la limite, proclamons les résultats en posant la couronne sur la tête du président de la République. Il sera plus roi que chef de l'État ou président de la République. Non, on est en République. La République a des règles. Le juge ne peut pas se passer de la loi. Le cadre juridique dans lequel le juge est placé est la loi. Et il répond de la loi. Le comportement de la Cour constitutionnelle, le comportement des juges en matière électorale n'est pas le meilleur comportement aujourd'hui pour enseigner aux gens ce que c'est que l'élection, ce que c'est que l'importance de l'élection. Justement, entre élection violence et élection couronnement de la volonté du peuple, par le biais de l'expression du suffrage, il faut faire un choix. Vous avez vu comment les gens se sont déchaînés contre les arrêts de la Cour? On est à la limite de la violence, que Dieu nous en préserve. Ce type de comportement ne grandit pas une Cour. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut enlever une partie du pouvoir de la Cour. Non, il faut maintenir les pouvoirs de la Cour actuellement. Mais il faut que les 9 sages se réveillent, s'assument et exercent la plénitude de la responsabilité. Il ne s'agit pas de porter ces cours. Il ne s'agit pas d'aider. Il ne s'agit pas de couvrir. Il s'agit de dire le droit par application de la loi sur des éléments factuels que vous apportent les justiciables. Et Dieu seul sait que notre Cour constitutionnelle n'est pas riche de jurisprudence aujourd'hui qui porte sur des principes absolus. Pour clore ce chapitre, en venir en plus en profondeur sur votre ouvrage, vous avez été garde des Sceaux. Quelles sont les dispositions que vous, en tant que garde des Sceaux, vous avez préconisées justement pour doter et la Cour constitutionnelle de suffisamment d'arguments et de moyens d'arriver à bien sa mission, mais également pour étoffer la loi électorale pour prévenir ces dérives aujourd'hui que nous constatons? Alors malheureusement, je n'ai, en tant que garde des Sceaux, aucune prise sur la Cour constitutionnelle, heureusement d'ailleurs. Et je n'ai encore aucune prise sur la loi électorale. Mais vous pouvez être initiateur des projets de loi qui peuvent renforcer le travail de la Cour, mais également limiter la délinquance électorale. Oui, sauf que les lois électorales et les compléments de lois électorales sont toujours initiés par le ministre de l'administration territoriale, curieusement d'ailleurs. Mais toujours. Et c'est vrai qu'en tant que membre du gouvernement, j'ai participé justement aux discussions, mais vous comprendrez que ces discussions relèvent du secret, que je ne peux pas les évoquer ici. Mais j'ai joué de ma partition, j'ai joué mon rôle, j'ai joué ma mission en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais également en tant qu'avocat, et ayant une certaine connaissance de ces questions-là. Et je pense que une chose est d'avoir une loi, une autre chose est que dans l'application de la loi, il peut y avoir quelques difficultés. Ce que l'on pointe du doigt, ce ne sont pas des défaillances de la loi, ce sont des défaillances de l'application et de la mise en œuvre de la loi.
Et c'est pour cela qu'il faut que les hommes se réveillent, justement. Et c'est une question de responsabilité et de pertinence de l'action publique. La Cour constitutionnelle n'a pas vocation de prendre un arrêt ou de donner un avis que les gens descendent dans la rue. Très rapidement, on descend la rue lorsqu'il s'agit d'un jugement dans le cadre d'une affaire correctionnelle, lorsqu'il s'agit d'un arrêt qui a été rendu par la cour d'assises. Mais très rarement, on voit que les gens descendent dans la rue pour mettre en cause un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et en plus, un arrêt de la Cour constitutionnelle est pointé du doigt justement des défaillances liées à des calculs, liées à l'arithmétique, liées à des choses qui sont simples aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsque la Cour constitutionnelle parle, elle parle définitivement, mais lorsqu'elle parle sur des éléments qui manifestement découlent d'une très mauvaise appréciation, quand une Cour constitutionnelle dit que 1 plus 1, ça fait 4, il y a un souci. Maître Konaté, est-ce que le chapitre que vous venez d'évoquer aujourd'hui, la violence et la virulence des attaques contre les arrêts de la Cour, n'est pas en elle-même une fuite de responsabilité quand vous venez d'évoquer plusieurs causes de ce dysfonctionnement, de ce malaise aujourd'hui. Un élu communal qui, connaissant bien la loi, la viole allègrement pour, dans le dessein de fausser le verdict, sinon le résultat qui sortirait de conduire même à l'annulation, le résultat qui sortirait de ces élections, et l'acteur politique au profit de qui cet acte est posé, au détriment des citoyens. Pourquoi, de la même manière aujourd'hui qu'on interpelle la Cour, qu'on s'acharne contre la Cour, pourquoi on n'introduirait pas des recours contre ces acteurs-là qui sont plutôt en première ligne en face des citoyens? C'est vrai. On peut faire un reproche à la Cour, mais ce reproche peut résulter d'un certain nombre de comportements. Je crois que c'est la classe politique dans son entièreté qui est d'abord en première ligne de responsabilité. Le comportement des hommes. Mais qu'en est-il de la responsabilité du citoyen? Oui, le citoyen a toujours raison. Le citoyen est souverain. Vous avez beau mettre en cause la responsabilité du citoyen, vous allez où? Il n'y a pas de juridiction compétente aujourd'hui pour recevoir la mise en cause de l'irresponsabilité du citoyen. Le peuple est roi, le peuple est souverain. Par contre, ceux qui résultent du peuple et qui assument aujourd'hui de se présenter à l'élection pour assumer des responsabilités premières ont des exigences. Des exigences vis-à-vis d'elles-mêmes, d'une part, en tant que personne, mais des exigences vis-à-vis de leur autorité et de leur responsabilité à ce niveau-là. C'est pour ça que la classe politique doit prendre conscience qu'on ne fraude pas avec l'élection. Lorsque l'on fraude avec l'élection, y compris dans le bureau électoral, y compris dans l'urne, y compris dans le décompte des résultats, y compris dans les décisions de justice qui viennent malencontreusement dire qu'on est élu alors qu'on n'est pas élu, la résultante, c'est qu'on est tout seul. Voyez aujourd'hui, sur les 146 ou 147 députés à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'aller réunir du monde dans leur circonscription électorale pour leur parler. Le peuple est dans la rue aujourd'hui dans des conditions telles qu'il n'y a personne pour parler au peuple. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de représentants. Le chef de l'État lui-même est muet. Au niveau de l'Assemblée nationale, on tente des initiatives qui sont plutôt malencontreuses. On essaie de mettre en place un dispositif aujourd'hui, plus pour demander pardon, pour prier les gens, que d'entamer une véritable discussion sur des éléments de fond. Vous savez, on est dans un pays qui est totalement désorganisé. On est dans un pays aujourd'hui où le muezzin, à la limite, se trouve malencontreusement dans l'église pour appeler les gens à la prière. Mais ce n'est pas à l'église que les musulmans prient. Même s'il y a des expériences aujourd'hui d'églises ouvertes aux musulmans dans le cadre de Covid, ce qui est une bonne chose en soi, mais il faut que les uns et les autres soient à leur place. Il faut que les uns et les autres assument leurs responsabilités. Il faut que les uns et les autres arrêtent de couvrir plutôt que de dire les choses telles qu'elles sont. Je peux être en obédience parfaite avec le président de la République. Pour autant, lorsque je suis en situation de responsabilité, que je dois assumer, je dois dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles peuvent plaire. Ce que je voudrais, sur le point sur lequel je voudrais insister, est-ce que le citoyen n'a pas les moyens et n'est pas couvert par un dispositif législatif qui lui permet, par exemple, de poursuivre ce maire qui a délibérément changé les présidents de bureau de vote pour indûment annuler les résultats de ce bureau de vote parce que
ces commanditaires en seraient perdants. Exactement. Alors pourquoi est-ce que le citoyen malien se prive d'user de ce recours au lieu de s'acharner contre la Cour qui n'a fait que rendre une décision par exemple, que la loi organique et la Constitution lui autorisent de rendre? Alors la Cour ne se contente pas que la Cour doit également, mais en dehors, c'est vrai que la responsabilité première incombe aux citoyens. Bon, je ne parle pas du peuple, mais du citoyen. Les gens oublient simplement que lorsqu'on est dans la sphère publique, l'ensemble de faits et gestes sont susceptibles d'être mis en cause par le citoyen au nom de son rattachement national, simplement. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que tout le monde est obligé d'informer justement les autorités judiciaires pour tout ce qui concerne les faits qui peuvent être considérés comme étant des faits infractionnels graves. Lorsque vous avez été au courant d'une infraction, vous avez l'obligation justement de témoigner d'une part, mais de porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ce type de comportement donne la possibilité aux citoyens, qu'ils soient locaux ou national, en fonction des élections, de mettre en cause l'individu. Et vous savez, la structuration sociale est telle que, à la limite, ce que l'on dit vaillamment sur les réseaux sociaux ou sur la place publique ne sont pas tout à fait assumés. J'ai souvent reçu un certain nombre de correspondances de gens venant me mettre en cause tel et tel juge, en disant que tel et tel juge, pardon pour la trivialité, est pourri, a pris de l'argent par-ci, a fait ci pour rendre une décision de justice. Je demande toujours à ouvrir une enquête, et quand on ouvre une enquête au niveau de l'inspection, les mêmes gens qui écrivent ne sont pas toujours les mêmes qui sont courageux, justement pour venir soutenir leurs arguments. Et par la suite, vous vous retrouvez à mettre en cause un juge, et vous arrivez en instance disciplinaire sans support, justement, sur cette mise en cause. Alors, ça vous met dans une espèce d'expectative, de passivité lorsqu'on est responsable. On regarde les choses, on devient sceptique, et c'est là où on n'arrive pas à faire la différence entre la vraie menace et la tentative de menace. La vraie menace, c'est que véritablement, quelqu'un est à la porte à un couteau, si vous sortez, il vous le plante. La tentative, c'est que vous-même, vous êtes à l'origine de la personne qui est derrière la porte, qui vous menace, sachant bien qui ne va jamais vous faire mal. Simplement, vous appelez les gens au secours, et quand on vient au secours, vous savez, les sapeurs-pompiers qui viennent au secours, c'est de l'essence qui grille, ce sont des gens qui mobilisent, c'est du temps qu'ils perdent, lorsqu'ils viennent et que l'incendie déclaré n'est pas un incendie, mais c'est plutôt une simulation d'incendie, il y a un problème. Ce que je vous dis, c'est véritablement le rapport du citoyen malien avec la justice, avec la loi, avec l'intérêt général.